Amis, frères et sœurs, avez-vous déjà réfléchi à un mystère si profond, si profondément enraciné dans l'histoire et la prophétie, que cela vous laisse essouffler? Nous sommes sur le point de nous plonger dans une histoire aussi ancienne que le temps elle-même, un récit tissé, à travers des millénaires de conflits, de persécutions et de survies miraculeuses. C'est l'histoire d'Israël, une nation ciblée à plusieurs reprises pour l'annihilation, mais inexplicablement persistante, une nation dont l'existence même semble défier la logique, l'histoire et même le bon sens. Pourquoi Israël, contre toute attente, a-t-il non seulement survécu mais a prospéré, florissant même au milieu des tempêtes les plus féroces de la haine humaine? La réponse, mes amis, ne réside pas dans les manœuvres politiques ou les militaires, mais dans l'alliance inébranlable de Dieu, une promesse gravée dans la pierre et scellée de sang. Voyons ensemble, guidés par la sagesse des Écritures et les leçons de l'histoire, pour découvrir la main divine qui a protégé et préservé cette nation remarquable. Nous explorerons le lien incassable entre Dieu et son peuple élu, un lien forgé dans les incendies de l'adversité, et renforcé par des siècles de foi inébranlables. Rappelez-vous Jérémie 1/5, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, avant votre naissance, je vous ai consacré, je vous ai nommé prophète des nations. » C'est le fondement sur lequel repose tout le récit. Une nomination divine, un peuple élu, une promesse qui perdure. Considérez les agressions implacables auxquelles Israël a affronté. De la puissance des pharaons égyptiens, dont la tyrannie a cherché à écraser la nation naissante, à l'expansion implacable des empires assyriens et babyloniens, chacun tentant d'effacer Israël de la carte, tout en échangeant complètement. Pensez à l'empire séleucide, aux légions romaines, à la montée de l'antisémitisme à travers les âges. Chaque vague de persécution destinée à noyer Israël, mais chaque vague brisant sur les rives de la protection inébranlable de Dieu. La terre même elle-même, semble posséder une ténacité, un refus obstiné de céder à ceux qui cherchent à le conquérir. Ce n'est pas une simple chance, c'est la main de Dieu au travail, remplissant son alliance, préservant sa promesse. La diaspora, la diffusion du peuple juif à travers le monde, un exil forcé destiné à briser leur esprit et à éteindre leur identité même, cette période angoissante, marquée par une souffrance indicible, aboutissant aux horreurs de l'Holocauste, ne servait qu'à retarder, pas à détruire. Les cendres du crématoria, le sang des martyrs, sont devenues les graines de la renaissance d'une nation. Ce haine n'était pas une simple résurgence. Était une résurrection. La création de Vel, État d'Israël en 1948, un exploit apparemment impossible contre les côtes écrasantes, témoigne de la puissance de la promesse de Dieu. Les guerres suivantes, les attaques incessantes des nations voisines, les défis apparemment insurmontables, chaque conflit a servi à renforcer la détermination de l'Israël et à démontrer la main miraculeuse de Dieu. Malgré le rejet de nombreuses nations arabes, malgré le cycle apparemment sans fin de propositions de conflits et de paix, Israël a enduré, un phare d'espoir et un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Les menaces restent, à la fois des groupes extrémistes et des nations puissantes, mais la promesse reste encore plus forte. La posture agressive de l'Iran, les troubles de la région, la tension constante, elles ne servent que à mettre en évidence la précarité de la position d'Israël, une position seulement soutenue par la main divine de la Providence. Nous explorerons les prophéties, les passages de Jérémie, d'Arès, Ézéchiel et d'Amos, qui prédigent l'existence durable d'Israël, leur retour dans la terre promise, leur éventuelle restauration. Nous nous plongerons dans la doctrine du durcissement partiel d'Israël, le salut futur a promis à cette nation, la reconnaissance éventuelle de Jésus comme Messie, comme décrit dans Romains 11. Nous examinerons les prophéties de Zécharia, la vision du retour de Jésus, le Solorisi, établissement de son royaume millénaire à Jérusalem. Ce n'est pas seulement l'histoire ancienne, c'est un témoignage vivant et respirant de la puissance et de la fidélité de Dieu. C'est une histoire qui continue de se dérouler sous nos yeux. Commençons par Jérémie, un prophète dont les mots résonnent avec l'essence même de la lutte durable d'Israël et du triomphe ultime. Considérez Jérémie 29/11, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, prévois de vous prospérer et de ne pas vous faire du mal, prévois de vous donner de l'espoir et un avenir. » Ce verset, souvent cité de son contexte, parle directement des chances apparemment insurmontables, auxquelles le peuple juif est confronté à toute l'histoire. Même au milieu de l'exil, même au milieu de la souffrance inimaginable, le plan de Dieu pour leur prospérité et leur avenir est resté ferme. Ce haine n'était pas un plan passif, une observation détachée. Était un plan actif et interventionniste, un plan tissé dans le tissu même de l'histoire elle-même. Pensez aux innombrables fois qu'Israël semblait au bord de l'annihilation. L'exil babylonien, une période d'immenses difficultés et de déplacement, semblait être le dernier chapitre. Pourtant, à partir des cendres de cette destruction, un vestige est retourné, reconstruisant leur vie et leur nation.
accomplissant les prophéties de la restauration. Ce N n'était pas une simple coïncidence. C'est un témoignage de l'engagement inébranlable de Dieu envers son alliance. La destruction a servi de creuset, affinant la nation, renforçant sa foi, la préparant pour de futurs procès. Maintenant considérez Ézéchiel, un prophète dont les visions sont à la fois terrifiantes et impressionnantes. Ézéchiel 36 parle de la restauration de Dieu sur la terre d'Israël, une terre décrite comme désolée et stérile, mais destinée à épanouir à nouveau. Je vais saupoudrer de l'eau propre sur vous, et vous serez propres. Je vais vous nettoyer de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vais vous donner un nouveau cœur, et mettre un nouvel esprit en vous. Je vais retirer de vous votre cœur de pierre, et vous donner un cœur de chair. Ce n'est pas simplement un nettoyage physique. C'est une renaissance spirituelle, une transformation du cœur de la nation, une préparation à la restauration ultime. L'imagerie de l'eau propre, la transformation de la pierre en chair, parle d'un renouvellement complet, d'un nettoyage spirituel, qui précède et permet la restauration physique de la nation. Et qu'en est-il d'Amos, un prophète dont les déclarations de jugement étaient nettes et sans compromis? Pourtant, même les prophéties d'Amos, tout en prédisant la destruction et l'exil, tenaient également la promesse de restauration. Le thème du repentir et du retour fait écho tout au long de ses écrits, un témoignage de la volonté de Dieu de pardonner et de restaurer son peuple. La destruction, bien que douloureuse et nécessaire, a servi de catalyseur au repentir, ouvrant la voie à une éventuelle restauration. Ce modèle cyclique de jugement et de restauration, d'exil et de retour, est un motif récurrent dans toute la littérature prophétique, mettant en évidence la fidélité durable de Dieu et son engagement inébranlable envers son peuple d'alliance. Le cycle apparemment sans fin de conflits et de propositions de paix reflète ce schéma même. Un test constant, un raffinage continu, un processus conduisant finalement à l'accomplissement des promesses de Dieu. Cette nature cyclique, ce flux et le flux de jugement et de restauration, ne se limite pas à l'ancien Israël. Nous le voyons reflété à travers l'histoire, dans la vie des individus et des nations. Pensez aux innombrables fois que l'humanité est tombée dans l'obscurité, pour être à nouveau soulevée, pour trouver la rédemption et le renouvellement. Considérez la montée et la chute des empires, les cycles de prospérité et de déclin, les périodes de guerre et de paix. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ils font partie d'un schéma plus large, une chorégraphie divine, un témoignage de l'aile, œuvre persistante de Dieu dans le monde. Même dans notre vie personnelle, nous rencontrons ce rythme de jugement et de restauration. Nous faisons des erreurs, nous ressentons des revers, nous sommes confrontés à des épreuves qui testent notre foi et notre résilience. Ces défis, bien que douloureux, sont souvent le creuset dans lequel nous sommes raffinés, dans lequel notre caractère est renforcé, dans lequel notre foi est approfondie. C'est dans ces moments d'adversité que nous nous retrouvons souvent plus près de Dieu, découvrant une force et une résilience que nous ne savions pas que nous possédions. Le feu de raffinage, bien qu'intensible, nous purifie, nous forgeant quelque chose de plus fort, plus résilient, plus beau. La clé, mes amis, réside dans la compréhension du but du jugement. Ce n'est pas une punition arbitraire. C'est une mesure corrective, un réveil, une étape nécessaire dans le processus de restauration. C'est une intervention aimante, conçue pour nous ramener à Dieu, pour nous réaligner avec ses desseins, pour nous préparer aux bénédictions qu'il a en magasin. L'exil, les difficultés, les souffrances, ce ne sont pas des signes de l'abandon de Dieu. Ils sont souvent le prélude à une plus grande restauration, un renouvellement plus profond. Pensez au Fils prodigue, une parabole qui résume parfaitement ce thème. La rébellion du Fils, ses dépenses imprudentes, sa descente dans la pauvreté, tout cela faisait partie de son voyage chez son Père. Ses souffrances, son désespoir, étaient les catalyseurs de son repentir, pour son retour à une vie d'amour et d'appartenance. Elle, étreinte de son Père, son pardon inconditionnel, représente l'amour inébranlable de Dieu et son engagement envers la restauration. Le jugement dans ce cas, N, n'était pas le dernier mot. C, était une étape nécessaire dans le processus de réconciliation. Et donc, alors que nous naviguons dans la complexité de la vie, souvenons-nous ce motif récurrent de jugement et de restauration. Ne désespérons pas face à l'adversité, mais le voyons plutôt comme une opportunité de croissance, pour le raffinement, pour une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et de sa fidélité inébranlable. Embrasons les défis, sachant qu'ils font partie d'un plan plus large, un plan qui conduit finalement à la restauration, au renouvellement, à une vie de but et d'épanouissement. Faisons confiance à son timing, à sa sagesse, à son amour inébranlable, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. L'obscurité, bien que réelle, cédera toujours la place à la lumière de sa grâce et de sa miséricorde. Le cycle se poursuit, la promesse demeure. Ce principe de jugement et de restauration ne se limite pas au récit biblique, il est tissé dans le tissu même de l'existence. Considérez le monde naturel.
Un agriculteur ne plante pas simplement une graine et ne s'attend pas à une récolte immédiate. Il y a une période de dormance, une période d'inactivité apparente, voire une défaillance potentielle. La graine doit être testée par les éléments, remise en question par le sol, avant de pouvoir germer, pousser, et éventuellement porter ses fruits. L'hiver dur, été brûlant, les précipitations imprévisibles, ce ne sont pas des signes de cruauté de la nature mais nécessaires qui contribuent finalement à l'abondance de la récolte. Le jugement, les difficultés apparentes, fait partie intégrante de la restauration ultime, la récolte abondante. Pensez au sculpteur en train d'écraser un bloc de marbre. Le processus n'est pas celui de la création sans effort, mais de retrait minutieux, de perdre l'excès, révélant le chef, œuvre cachée à l'intérieur. Chaque coup de ciseau, chacun soigneusement considéré, est une forme de jugement, un retrait exigeant de ce qui n'est pas nécessaire, pour révéler la beauté qui se trouve en dessous. L'acte apparemment destructeur de écaillage, est essentiel à la restauration ultime de la belle statue. Le processus est ardu, parfois douloureux, mais le produit final témoigne de la compétence et de la vision du sculpteur. De même, dans nos vies, le écrit pourrait se manifester comme une perte, une déception ou un chagrin. Cela pourrait impliquer la perte d'un emploi, la fin d'une relation, ou le diagnostic d'une maladie grave. Ces expériences, bien que douloureuses, peuvent servir de catalyseur à la croissance, nous obligeant à affronter nos faiblesses, à réévaluer nos priorités, à découvrir des forces et des ressources cachées. Ils ciseminent les inutiles, révélant une version plus forte, plus résiliente, et finalement plus belle de nous-mêmes. Le jugement, événement apparemment destructeur, est une étape nécessaire dans le processus de restauration, le dévoilement de notre véritable potentiel. Considérez le phénix, un oiseau mythique qui se régénère cycliquement ou qui est autrement né. Le phénix est consommé par les flammes, apparemment détruites, seulement pour se lever des cendres, renouvelée et renaissante. Cette image puissante résume le cycle du jugement et de la restauration, la nature cyclique de la destruction et de la renaissance, de la mort et du renouvellement. Le jugement ardent n'est pas une fin, mais un prélude nécessaire à une magnifique restauration. C'est un puissant symbole de l'espoir, nous rappelant que même face à une dévastation totale, il y a le potentiel de renouvellement, pour une résurrection plus glorieuse. Nous aussi nous pouvons nous lever des cendres de nos essais, transformés et renforcés par les incendies de l'adversité. La clé réside dans la confiance du processus, en ayant la foi que même au milieu des flammes, il y a un but divin, un plan de restauration, pour une vie plus belle et significative. Les cendres ne sont pas la fin. Ils sont le sol fertile à partir duquel nous pouvons nous lever, plus fort et plus beau qu'auparavant. Le cycle se poursuit, la promesse dure. Le jugement, aussi douloureux, ouvre finalement la voie à une plus grande restauration. Approfondissons ce concept de jugement et de restauration. Ce n'est pas simplement un processus passif. Cela nécessite une participation active de notre part. Nous ne pouvons pas simplement attendre que le chipping away révèle comme par magie notre chef, œuvre intérieure. Nous devons nous engager activement dans le processus, apprendre de nos expériences, embrasser les leçons ancrées dans les défis. Pensez à un forgeron forgeant une épée. La matière première, initialement sans forme et lourde, subit une chaleur et une pression intense. Le forgeron, à travers une manipulation habile et des coups répétés, façonne le métal, éliminant les impuretés, affinant sa forme, jusqu'à ce qu'une arme de force et de beauté exquise émerge. La chaleur, le martèlement, la mise en forme, ce sont les jugements, les procès qui affinent le métal. Sans ces forces transformatrices, l'épée resterait un simple morceau de minerai, dépourvu de but et de potentiel. Le produit final, épée magnifique, témoigne de la compétence du forgeron et de l'endurance du métal lui-même. Nos vies sont similaires. La chaleur pourrait être la pression des délais, le martelage, les revers que nous rencontrons la façonnant, les choix que nous faisons en réponse à l'adversité. C'est à travers ces essais que nous découvrons notre résilience, notre capacité de croissance, notre capacité à nous adapter et à surmonter. Nous sommes forgés dans les incendies de l'expérience, émergeant plus forts, plus raffinés, plus capables qu'auparavant. La clé est d'aborder ces défis avec une attitude proactive, une volonté d'apprendre, un engagement envers la croissance. Nous devons participer activement à la mise en forme, embrasser les leçons et permettre au processus de nous transformer. Considérez l'agriculteur qui s'occupe de ses champs. Il ne plante pas simplement les graines et ne s'attend pas à une récolte abondante. Il cultive la terre, éliminant les plantes indésirables, luttant contre les ravageurs et les maladies, assurant les conditions optimales de croissance. Ces actes de désherbage, de lutte contre l'adversité, sont des formes de jugement, des étapes nécessaires dans le processus de cultivation d'une récolte riche et abondante. La diligence de l'agriculteur,
son engagement à nourrir la croissance, est crucial pour le succès ultime de la récolte. Sans sa participation active, le domaine resterait stérile, le potentiel non réalisé. De même, nous devons cultiver activement notre propre croissance, s'occuper de notre paysage intérieur, éliminer les pensées et les habitudes négatives, nourrir nos forces et résoudre nos faiblesses. Nous devons être proactifs dans la recherche de connaissances, dans le développement de nos compétences, pour établir des relations solides. Nous devons participer activement au processus d'auto-amélioration, en veillant à ce que nous soyons prêts à recevoir la récolte abondante d'une vie plus épanouissante et significative. Le jugement, dans ce contexte, est l'effort conscient que nous faisons pour cultiver notre potentiel, pour façonner nos vies en quelque chose de beau et utile. Ce n'est pas un jeu d'attente passif, c'est une participation active à notre propre transformation. La restauration n'est pas un cadeau qui nous a été offerte. C'est une récompense gagnée grâce à notre propre diligence et à notre engagement envers la croissance. Le processus est en cours, un cycle continu de raffinement et de renouvellement. Plus nous nous engageons dans le processus, plus la récolte sera riche et plus abondante. Pensez à un sculpteur travaillant avec un bloc de marbre. Il ne s'écarte pas simplement au hasard. Il a une vision, une idée claire du chef, œuvre qu'il a l'intention de créer. Il étudie la pierre, identifiant ses forces et ses faiblesses, ses contours naturels et ses défauts. Il utilise ses outils, ciseaux, maillet et papier de verre, pour façonner soigneusement le marbre, éliminant l'excès de matériaux, révélant la forme cachée à l'intérieur. Le processus est lent, méticuleux, exigeant à la fois les compétences et la patience. Il y a des moments de doute, des moments où le sculpteur pourrait remettre en question sa vision, ou même la viabilité du projet. Pourtant, il persévère, guidé par sa vision, et motivé par son engagement envers le métier. Les jugements dans ce cas sont les décisions du sculpteur. Où couper, combien enlever, comment affiner le formulaire. Chaque coup du ciseau est un acte délibéré, transformant le marbre en quelque chose de beau et de significatif. Nos vies sont à peu près les mêmes. Nous possédons chacun un potentiel unique, un chef-d'œuvre, œuvre cachée qui attendait être révélée. Mais ce potentiel ne se révélera pas sans effort, sans l'acte conscient de façonner et de nous affiner. Nous devons identifier nos forces et nos faiblesses, nos talents et nos limites inhérents. Nous devons cultiver nos forces, les nourrir et leur permettre de prospérer. Nous devons aborder nos faiblesses, non pas pour les éliminer entièrement, mais pour atténuer leur impact, en apprendre et les transformer en source de force. Cela nécessite la conscience de soi, l'introspection et la volonté d'affronter les vérités inconfortables sur nous-mêmes. Il exige l'honnêteté, le courage de faire face à nos lacunes et la détermination à s'améliorer. Le processus d'auto-amélioration n'est pas linéaire. C'est itératif. Il y aura des revers, des moments de doute, des moments où nous trébucherons et tombons. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités d'apprentissage. Ce sont les jugements qui testent notre résilience, notre engagement envers la croissance. C'est dans ces moments d'adversité que nous découvrons vraiment notre force, notre capacité de résilience, notre capacité à apprendre et à nous adapter. La clé est d'apprendre de nos erreurs, d'adapter nos stratégies et de persévérer face aux défis. Ne laissez pas les revers vous définir. Laissez-les vous affiner. Consultez chaque défi comme une chance d'apprendre, de grandir, de devenir une version plus résiliente et plus compétente de vous-même. Embrassez le processus, car c'est dans le forgeage que nous devenons plus forts, plus raffinés, plus beaux. Le voyage lui-même est la récompense, la constante, qui s'efforce vers un meilleur moi, une existence plus significative. Le chef-œuvre final n'est pas une destination. C'est un processus continu de devenir. Pensez à Michel-Ange, non seulement comme le sculpteur de David, mais comme un sculpteur de lui-même. Il n'a pas seulement éclaté en marbre, il a écarté ses propres limitations, ses propres doutes, ses propres insécurités. Il a fait face à des périodes de lutte créative intense, des périodes où la vision se sentait insaisissable, le chemin ne sait pas. Pourtant, il a persisté. Son dévouement n'était pas seulement pour l'art, mais pour le processus de devenir maître. Il a perfectionné ses compétences, a étudié l'anatomie, a repoussé les limites de ses capacités. Il a appris de ses erreurs, des imperfections de ses œuvres antérieures, en utilisant chaque expérience pour affiner sa technique et approfondir sa compréhension. Ses jugements, ses décisions concernant chaque accident vasculaire cérébral, ont été informés non seulement par sa vision artistique, mais par des années de connaissances, d'expérience et d'auto-réflexion accumulées. Ce processus d'autosculpture est une entreprise à vie. Ce n'est pas une course vers la ligne d'arrivée, mais un marathon de découverte de soi et d'auto-amélioration. Considérez le musicien pratiquant des échelles pendant des heures, jour après jour, année après année. Les exercices apparemment répétitifs
ne consiste pas à atteindre la perfection dans les échelles elles-mêmes, mais à construire la mémoire musculaire, à affiner la technique et à développer la discipline nécessaire pour maîtriser leur instrument. Chaque note jouée, chaque accord frappé, est un petit jugement, une petite décision qui contribue à la performance globale. Le musicien apprend à écouter de manière critique, à identifier les domaines, à améliorer et à ajuster leur approche en conséquence. Le voyage est rempli de défis, de moments de frustration et de l'effort constant pour l'excellence. Pourtant, c'est grâce à ce processus de pratique incessante et d'autocorrection qu'il réalise la maîtrise. De même, l'athlète poussant ses limites physiques, durcit des séances d'entraînement exténuantes, confronte leurs faiblesses et célébrant leurs petites victoires en cours de route, se sculpte également. Ils ne sont pas seulement constitués de la force physique, ils renforcent la résilience mentale, la discipline et une compréhension approfondie de leurs propres capacités et limitations. Chaque session de formation, chaque compétition, chaque revers, est une opportunité d'auto-évaluation, d'apprentissage, de croissance. Les jugements de l'athlète sont les décisions qu'ils prennent au sujet de leur régime d'entraînement, de leur alimentation, de leur préparation mentale. Ces décisions, informées par l'expérience et la conscience de soi, façonnent leur performance et, finalement, leur caractère. Le fil conducteur ici est l'effort conscient et délibéré pour se façonner, affiner ses capacités, pour surmonter ses limites. Il ne s'agit pas d'atteindre une version idéalisée de la perfection, mais d'une croissance continue, d'un apprentissage continu, d'un raffinement continu. Il s'agit d'embrasser le processus, le parcours de la découverte de soi, les défis et les revers, qui surgissent inévitablement en cours de route. Il s'agit de comprendre que les jugements, les décisions que nous prenons quotidiennement, ne concernent pas seulement le monde extérieur, mais sur le paysage interne de notre propre être. Ce sont les traits du ciseau qui nous façonnent, dans les meilleures versions de nous-mêmes, les chefs, œuvres que nous sommes destinés à devenir. Et rappelez-vous, le processus ne se termine jamais vraiment. La sculpture continue, le raffinement continue, le devenir se poursuit, aussi longtemps que nous vivons. Le voyage, mon ami, est la destination. Alors, comment appliquer ce principe d'autosculpture continue à notre vie quotidienne? Il ne s'agit pas de grands gestes ou de transformations dramatiques, mais des choix subtils et presque imperceptibles que nous faisons chaque jour. Considérez votre alimentation, par exemple. Chaque repas est un jugement, une décision qui contribue à votre bien-être physique et mental global. Nourrissez-vous votre corps avec des aliments sains, le nourrissant pour des performances optimales, ou vous adonnez-vous à des correctifs rapides qui vous donnent une sensation de lent et d'épuisement? Chaque bouchée est un coup de ciseau, façonnant votre forme physique et influençant vos niveaux d'énergie. Pensez à vos relations. Comment interagissez-vous avec les gens de votre vie? Approchez-vous des conversations avec empathie et compréhension, en cherchant à connecter et à construire des ponts, ou permettez-vous à la négativité et au conflit d'éroder vos liens? Chaque interaction, chaque mot prononcé, chaque geste fait, est un ciseau façonnant le paysage de vos relations. Cultivez-vous des connexions significatives, ou laissez-vous la distance et les malentendus se développer? Et qu'en est-il de votre travail? Approchez-vous de vos tâches avec diligence et concentration, en recherchant l'excellence et en repoussant vos limites, ou succombez-vous à la procrastination et à la médiocrité? Chaque projet entrepris, chaque défi surmonté, chaque obstacle surmonté, témoigne de votre processus d'autosculpture. C'est dans les petits efforts cohérents, le daily grind, que la vraie maîtrise est réalisée. Il ne s'agit pas des grandes réalisations, mais du dévouement cohérent au processus. Même des choix apparemment insignifiants, comme la façon dont vous gérez votre temps, comment vous réagissez au stress, comment vous priorisez vos tâches, ce sont tous les moments d'autosculpture. Cultivez-vous consciemment des habitudes qui soutiennent votre croissance et votre bien-être, ou vous permettez-vous d'être façonné par des forces externes hors de votre contrôle? Choisissez-vous activement de nourrir votre esprit, ou permettez-vous à la négativité et aux distractions d'éroder votre force intérieure? La clé, mon ami, est la conscience. Il s'agit de prêter attention aux petites décisions que vous prenez chaque jour, de reconnaître leur effet cumulatif sur votre vie, et de choisir consciemment des actions qui s'alignent avec vos valeurs et vos aspirations. Il s'agit de cultiver la conscience de soi, de comprendre vos forces et de faiblesses, et de travailler activement à affiner vos capacités, à surmonter vos limites, à devenir la meilleure version de vous-même. C'est un voyage d'apprentissage continu, de croissance continue, de découverte de soi continue. Et rappelez-vous, chaque jugement, chaque décision, chaque action est un coup du ciseau qui façonne le chef d'œuvre que vous êtes destiné à devenir. Ce processus en cours n'est pas quelque chose à craindre, mais embrasser.
C'est l'essence d'une vie épanouissante, une vie vécue avec le but et l'intention. Le voyage est la destination, et la destination évolue toujours. Considérez vos finances. Gérez-vous avec diligence vos ressources, investissez judicieusement et planifiez-vous l'avenir, ou autorisez-vous les dépenses impulsives et les mauvaises habitudes financières pour dicter votre situation. Chaque décision financière, de la sauvegarde d'un petit montant à un investissement important, est un ciseau façonnant votre paysage financier. Créez-vous une base sûre pour votre avenir, ou laissez-vous vos finances éroder. Pensez aux implications à long terme de chaque choix. Construisez-vous la richesse, ou survivez-vous simplement? Et qu'en est-il de votre santé physique? Priorisez-vous l'exercice régulier, l'alimentation nutritive et le repos suffisant, ou négligez-vous votre corps, permettant aux mauvaises habitudes de faire des ravages? Chaque entraînement, chaque repas sain, chaque nuit de sommeil reposant, est un coup de ciseau, sculptant votre bien-être physique. Cultivez-vous la force et la vitalité, ou laissez-vous décliner votre santé physique? Il ne s'agit pas seulement de l'esthétique, il s'agit de renforcer la résilience et énergie pour le long terme. Approfondissons le concept de conscience de soi. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître vos actions. Il s'agit de comprendre les motivations sous-jacentes derrière eux. Pourquoi faites-vous les choix que vous faites? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos peurs? Explorer ces questions est crucial pour vraiment vous comprendre et sculpter votre vie d'une manière qui reflète votre moi authentique. La journalisation peut être un outil puissant ici. Réfléchir régulièrement sur vos expériences et vos émotions peut fournir des informations inestimables sur vos modèles de comportement et vous aider à identifier les domaines où vous pourriez avoir besoin pour apporter des modifications. En outre, la recherche active des commentaires d'amis de confiance, de famille ou de mentors peut également fournir des perspectives précieuses. Parfois, nous sommes aveugles à nos propres défauts ou limitations, et une perspective extérieure objective peut nous aider à nous voir plus clairement. N'ayez pas peur de demander des commentaires honnêtes, même si c'est inconfortable. C'est par l'auto-réflexion et les commentaires externes que nous pouvons identifier les domaines où nous devons affiner notre approche, affiner nos compétences, et cultiver nos forces. Ce processus n'est pas statique. C'est un cycle continu de découverte de soi et de raffinement. Rappelez-vous le sculpteur qui éclate à la pierre, révélant patiemment le chef d'œuvre à l'intérieur. Vous êtes ce sculpteur, et votre vie est la pierre. Chaque jour vous offre des opportunités d'affiner vos compétences, de surmonter vos défis, et de vous rapprocher de la personne que vous aspirez à être. Embrassez le processus, célébrez vos progrès, et ne perdez jamais de vue la vision que vous tenez pour vous-même. Le voyage peut parfois être long et ardu, mais les récompenses sont incommensurables. La satisfaction de façonner votre vie en fonction de votre propre conception, de devenir le maître de votre propre destin, est une récompense au-delà du prix. Le processus lui-même, l'effort continu, l'auto-amélioration constante, est l'essence d'une vie bien vécue. C'est un témoignage de votre courage, de votre résilience et de votre engagement inébranlable à la croissance personnelle. Alors, continuez à ciseler mon ami et révélez le Shedadé, œuvre qui se trouve à l'intérieur. Le monde attend le dévoilement de votre création unique et magnifique. Maintenant, parlons de fixer des objectifs réalistes. Beaucoup de gens tombent dans le piège de fixer des objectifs qui sont soit trop ambitieux, soit trop vagues. Les objectifs ambitieux sont excellents. Ils alimentent notre entraînement. Mais sans une feuille de route claire, ils peuvent rapidement devenir écrasants, conduisant à un découragement et, finalement, à l'abandon. Des objectifs vagues, en revanche, n'ont pas la spécificité nécessaire pour suivre les progrès et célébrer les jalons. Ils vous laissent à la dérive, sans savoir où concentrer votre énergie. La clé est de trouver un équilibre. Fixez des objectifs intelligents, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et liés au temps. Disons que votre objectif est d'améliorer votre forme physique. Au lieu de simplement dire « je veux me mettre en forme », un objectif intelligent pourrait être « je vais exécuter un 5K en 3 mois, fonctionnant 3 fois par semaine pendant au moins 30 minutes à chaque fois, augmentant ma distance progressivement. » Voir la différence? Cet objectif est spécifique, mesurable, vous pouvez suivre vos courses et progresser, réalisable. Un 5K est un objectif réaliste pour la plupart des personnes ayant une formation cohérente, pertinente. Elle s'aligne sur vos objectifs de fitness globaux, et limitée au temps, vous avez une date limite de 3 mois. La décomposition de grands objectifs intimidants en étapes plus petites et gérables est également cruciale. Cela rend la tâche globale moins intimidante et offre un sentiment d'accomplissement lorsque vous terminez chaque étape. Célébrez ces petites victoires. Reconnaissez vos progrès et récompensez-vous pour vos efforts. Ce renforcement positif vous gardera motivé et sur la bonne voie. N'ayez pas peur d'ajuster vos objectifs au fur et à mesure.
La vie lance des boules de courbe. Des circonstances imprévues peuvent vous obliger à adapter vos plans. La flexibilité et la résilience sont essentielles au succès à long terme. N'oubliez pas que la croissance personnelle est un marathon, pas un sprint. Il y aura des revers, il y aura des moments de doute, mais l'important est de continuer à avancer, de continuer à apprendre, de continuer à s'efforcer. Chaque défi que vous surmontez, chaque obstacle que vous naviguez, renforce votre caractère et renforce votre résilience. Embrassez le voyage, apprenez de vos erreurs et n'abandonnez jamais vos rêves. Le processus d'auto-amélioration est une entreprise à vie et les récompenses sont bien supérieures à tout revers temporaire. La véritable mesure du succès ne consiste pas à atteindre vos objectifs parfaitement, mais dans l'engagement inébranlable envers le processus lui-même, le effort continu pour l'auto-amélioration et la croyance inébranlable en votre propre potentiel. Alors continuez à éloigner mon ami, le chef des œuvres prend forme. Alors quel est un petit objectif intelligent et intelligent cette semaine? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo sur la procrastination de maîtrise et de me rejoindre la prochaine fois alors que nous approfondissons le monde de la croissance personnelle. D'ici là, continuez à vous efforcer. Ciao, c'est Marco.